Bah écoute, bienvenue Benoît. Salut. Merci d'être là. merci d'être là, c'est trop cool. Bah écoute, DJ, organisateur de soirée et manager, Ouais. 3 grosses casquettes. La question que j'ai, c'est au vu de ton parcours qui est ultra diversifié et ultra, enfin je me doute que tu es ultra passionné par ce que tu fais, c'était quelque chose que tu avais ambitionné peut-être quand tu avais 18 ans en sortant d'école ou tu voulais peut-être devenir dans un premier temps DJ ou... Non, du tout. DJ, ça n'a jamais été mon but. Moi, c'était plus de travailler dans le monde de la musique parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me fait vivre. Et ça a été plutôt un long process. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, je suis un peu multicasquette. C'est que même aujourd'hui, j'estime que je cherche encore un peu ce que je veux faire. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes et plein de choses que je fais pas encore et que j'aimerais faire dans le futur. Donc, pour l'instant, c'est un peu du travail. Et, voilà, j'essaie plein de choses différentes et je vois un peu où ça me mène. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me plaît tout ce que je fais. Ok, et du coup le fait de partir dans l'hôtellerie, notamment à Vatel, c'était quelque chose justement que tu voulais corréler à la musique ou c'était de base... Non, alors c'est vrai qu'à 18 ans, je pensais que travailler dans la musique c'était encore un peu un rêve de gamin, donc Ok. je suis pas nécessairement parti là-dessus, même si j'aimais déjà beaucoup ça. Mais en fait, c'est pendant mes études hôtelières que j'adorais, franchement, j'adorais ça. J'ai fait un stage à Ibiza pendant 6 mois, j'ai fait toute une saison où j'étais forcément collé à la musique tous les jours, la musique en pleine face tout le temps, à tel point que j'ai fini par créer des événements là où je travaillais, des événements musicaux. Et j'ai rendu le propriétaire aussi de l'hôtel complètement fou de musique parce que j'ai appris à Ok. mixer, j'ai donné des cours. Et pour la petite anecdote, il a même ouvert sa mini boîte de nuit dans l'hôtel Ouais. un an plus tard. C'était un petit hôtel, tu disais tout à l'heure, on a parlé un peu en off, mais c'était un hôtel de 12 chambres, ça, C'est ça, ouais. et qui maintenant qui est un peu explosé, qui est beaucoup plus gros. Alors, non, il n'est pas nécessairement plus gros. Ouais. Mais par contre, ce qui est sûr, ouais, c'est que ils ont ouvert cette petite boîte de nuit et qui a vraiment très bien marché. Ils ont eu des très gros DJ, mais qui venaient juste pour le kiff, quoi. Mais tu sais, c'était vraiment vibe Ibiza, très familial en fait. Ouais. Très familial. Trop bien. Euh, donc voilà, bon là maintenant ça fait quand même 2 ans que j'y suis pas allé, Ouais. mais je vois ça. Tu ça vois a à bien marché. distance ce que tu avais créé. Trop bien. Parfois je dis à mes potes, j'ai créé un monstre. Parce que Ça va le truc a vraiment pris de l'ampleur quand j'ai vu qu'il a créé un club. C'est cool, il a surfé sur la vague que tu avais initiée. Et c'est un truc que tu avais targeté, genre absolument de vouloir faire de la musique, ou comme tu l'as dit, c'était vraiment lié à tes études avant tout, le fait de partir à Ibiza, je veux dire. Non, au début c'était vraiment juste pour moi une passion et un passe-temps et j'avais vraiment pas imaginé que j'allais en faire mon métier plus L'ampleur tard. que- ok. À 18 ans en tout cas, non, je savais pas encore. Ok. Ok. Ah ouais. Et du coup, donc après ton stage, tu Par es contre, rentré. C'est ça, Ouais. Tu es rentré du coup à Vatel. Tu avais encore, je pense, 2 ans d'études. 1 an d'études. 1 an d'études, et tu as du coup fait un master en com, et C'est ça. ensuite un espèce de switch vers l'industrie musicale, enfin, C'est le ça. management de musique. Ouais, je suis sorti du coup de ce stage à Ibiza en me disant j'adore la musique, c'est trop bête de passer à côté. Et j'ai commencé à me dire voilà, comment je peux faire ce switch. Donc voilà, on a fait 1 année de com à l'EFAP. Mm. Là-bas, j'ai commencé un peu à réfléchir à ce que je pouvais faire, et notamment j'avais fait des podcasts et des interviews, mais sauf que c'est l'année du Covid. Tout était un peu lent, mais au moins j'avais ce côté digital qui me laissait libre de ce que je voulais faire. Et puis après, il y a eu cette dernière année à l'ICAR où ils venaient d'ouvrir un master music business qui était hyper intéressant. Et là où j'ai encore plus pu apprendre sur ce qu'était l'industrie de la musique et sur ce que je voulais faire plus tard en fait. Et justement, tu vois, genre, je fais un parallèle avec notre master, parce que nous, on a souvent tendance à dire que le master entrepreneuriat, tu vois, c'est souvent un métier qui s'apprend sur le tas via les échecs que tu rencontres dans la vie. Et vu que moi, je me dis aussi que tu vois, l'industrie musicale, c'est un milieu qui est quand même très artistique. Est-ce que toi, ce master-là, il t'a vraiment servi pour ce que tu es maintenant et pour ce que tu as pu faire par la suite, ou tu t'es quand même beaucoup plus appuyé sur ton relationnel personnel et sur tes compétences, enfin tes propres compétences, quoi? Je pense qu'un master, c'est quand même une très bonne base. Sincèrement, ce master-là, c'était vraiment une super bonne base parce qu'on avait vraiment plein d'intervenants hyper pro et calés dans ce qu'ils faisaient. Après, il y a plein de choses qui n'étaient vraiment pas applicables. Et du coup, je pense que par rapport à tout ça, quand même, le plus gros moteur, c'est tes envies personnelles et tes projets perso. Après, par contre, mon master, il était quand même très intéressant. Et il y a plein de choses aujourd'hui qui, ok, me servent peut-être pas, mais qui me serviront déjà peut-être plus tard, ou qui me donnent des bases de connaissances pour comprendre d'autres choses, ou mieux comprendre comment marche tout l'écosystème en fait de l'industrie de la musique. Donc
Donc non, hyper intéressant, mais je pense que c'est quand même c'est primordial d'en vouloir soi-même, vraiment d'avoir les crocs. Ouais, ok, je vois. On va du coup plutôt se concentrer du coup sur l'aspect très management de l'industrie musicale, de parler de DJ, parce qu'on a aussi des DJ sur le podcast. Du coup, là, après ton master, tu arrives à Paris. Tu n'es pas de Paris de base. Tu as commencé du coup ton stage en tant que DA, assistant DA. C'est ça. Ouais. C'était où Mirage. Mirage, ok, c'est ça. La différence entre un peu Bordeaux, Tours, Paris, quand t'es arrivé? Tout. Tout. Et en plus de ça, Paris, à Mirage, c'est 8e arrondissement. Donc c'est aussi un microcosme. C'est quand même voilà, une zone c'est une zone de la France où tu as la population la plus riche en soi, qui a des attentes bien définies. Et c'est encore un petit écosystème bien spécifique. Donc hyper différent. Après, la chance que j'avais, entre guillemets, c'est que j'ai pu y organiser des soirées. Alors j'étais encore en études à Bordeaux. Donc je faisais mes allers-retours et j'organisais mes soirées à Mirage et je revenais. Je faisais ça avec mon frère à l'époque qui m'avait mis un pied dedans quand même. Faut le noter. Et après, ouais, en effet, j'ai commencé ce stage du coup à Mirage où j'étais l'assistant du DA. Et après, je travaillais aussi sur leurs autres projets, parce qu'ils ont d'autres projets. Par exemple, ils ont une boîte de nuit à côté qui s'appelle le Kova, qui est une boîte de nuit hip-hop. Ouais. J'ai aidé là-dessus, comme ça aussi. Même si c'était pas vraiment mon délire, ça m'a donné aussi d'autres insights, d'autres points de vue. C'était quand même très bon à prendre. Les bases, peut-être aussi un peu de cette industrie. C'était un peu la première fois que tu mettais la main à la pâte ou... Alors, j'avais déjà un petit peu travaillé. J'ai eu des petites expériences. J'ai notamment j'ai travaillé pour un label qui s'appelait Ritual Recordings. Il y avait un festival qui s'appelait Ritual Days à Paris, qui n'existe plus maintenant, mais qui était assez imposant à l'époque. Et j'ai travaillé et pour le label et pour le festival. J'ai aussi fait de la artiste à l'époque. Okay. Mais en effet, on va dire, c'était vraiment là où j'étais enfin full-time. C'était à partir de ce moment-là, ouais. Trop cool. Et il me semble que tu avais aussi organisé des soirées, tu nous avais dit en off à Bordeaux. Ouais. Et quelle vision tu as entre la différence sur le public parisien et le public provençal qui est peut-être un peu moins connaisseur que, du moins sur la musique électro? En fait, franchement, c'est juste des publics différents. Et je sais pas si connaisseur, c'est le bon terme. C'est juste des scènes différentes. Mm-hmm. Et pour moi, la scène, par exemple, quand on dit de la musique underground, c'est vraiment un truc lié à la géographie et aux gens qui sont autour de toi. Parce que ce qui va être underground pour des mecs à Bordeaux, ça va pas être la même chose pour des mecs qui sont à Paris. Et les mecs, ils vont écouter de la musique que des Bordelais vont écouter, tu vois, de la house ou de la techno. Ils vont se dire, mais c'est hyper space. Et des mecs qui vont écouter à Bordeaux de la deep ou de l'afro, qui écoutent des Parisiens, ils vont dire, mais c'est quoi ce truc-là aussi, tu vois, ils comprennent pas. Donc c'est vraiment juste des publics différents, mais tout comme tu vas dans n'importe quelle autre ville ou tu vas dans n'importe quel autre pays, en fait vraiment tout est différent. Et d'ailleurs tous les DJ aussi, un très bon DJ, tu vas le reconnaître il va arriver dans un endroit et il va réussir à comprendre la crowd comme ça et adapter son set, enfin acclimater son set par rapport à ça. Parfois on dit tu as un DJ aussi, pour faire un bon set dans un endroit il a besoin de venir 2 fois, parce que la première fois c'est un peu il essaye. Mais c'est pas toujours facile, tu vois, de savoir ce que veulent les gens. Et c'est vraiment hyper différent selon aussi, même parfois dans le 8e arrondissement, Mirage, Tabou ou je sais pas, n'importe quel autre club, c'est des clubs qui sont juste à côté. Pourtant, les clients n'ont pas du tout la même attente. Donc, voilà, c'est juste différent, en fait, partout. Ok. Et tes premières soirées, pour faire un petit focus sur le Mirage, c'était soirée Azurite. Ouais. C'était il y a combien de temps, à peu près C'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, je pense. C'était légèrement un peu plus de 2 ans. Et en fait, c'était une fois par mois, le vendredi. Et on invitait un guest étranger. On couplait ça avec un artiste français. Voilà, on faisait ça à côté aussi des podcasts, des interviews qu'on continue de faire d'artistes. Et ça, c'était, on va dire, mes premiers pas un peu dans le booking d'artistes et vraiment réfléchir à... le côté artistique, quel artiste serait intéressant à faire découvrir à Mirage, mais en même temps qu'est-ce qui va plaire et à ramener et garder les gens et donc toute une mécanique un peu à appréhender. Donc le début du booking, du coup tu commences à booker des artistes. Ouais. Avant de passer à la suite, ton artiste un peu ce qui t'a fait un peu vriller kiffer au Mirage quand tu étais en stage.
Si t'as le droit de le dire. Je veux dire vraiment un artiste que j'ai booké où je me suis dit waouh, lui c'était stylé. Un coup de cœur, ouais. Un coup de Ou que cœur. t'avais vraiment envie de booker et que t'as réussi à booker. Je pense que l'artiste avait vraiment tout cassé à Mirage. C'était Yena, c'est un artiste berlinois qui fait de l'afro house. Ok. C'est un résident du Watergate. Franchement, j'étais trop content de pouvoir l'avoir. Le mec était hyper sympa. Et ouais, il avait retourné le Mirage et j'étais trop content, quoi. J'étais trop content. Tellement bien. Il a un fameux casque, je crois. Exactement, ouais, il a tout un vois. personnage. C'est assez marrant parce que du coup, il est arrivé dans le club au début, il était normal. Après, il m'a dit je peux aller me changer. J'ai dû l'amener dans le club hip-hop à côté. Ok. Ah ouais. J'ai une petite salle où il a mis son casque, etc. Il est sorti et tout. Et c'est tu regardé, qu'est-ce qu'il fait lui? Et c'est vrai que moi je l'avais vu c'est marrant que tu dis ça parce que je l'avais vu au Bartha Ouais. sur Marseille. Ouais. Et c'est vrai que dans le registre afro c'est très solide. Et c'est très cool. Ouais, c'est trop bien. Bah, c'est cool que tu dises qu'il n'y ait pas l'aspect que DJ aussi, qu'il ait retourné le truc, le mec était sympa assis à côté. C'est hyper important. C'est hyper important. Et c'est ce qu'on essaie un peu aussi d'aborder à travers ce podcast. Donc voilà, C'est redit. cool. Exactement. Et justement, au travers de ces bookings que tu faisais via Azurite, est-ce que c'est au travers de ça que tu as commencé à imaginer ce que tu feras par la suite, du coup, du management d'artistes? Ou ça restait encore secondaire, ou c'était vraiment purement de l'événementiel et le but c'était de ramener des gens? Non, en fait, je faisais déjà un petit peu de management à l'époque, mais en vérité, c'était vraiment apprendre à faire du management parce que qu'est-ce que tu veux manager quand tu connais pas l'industrie? Mais j'essayais quand même, j'avais des potes à Bordeaux qui faisaient de la musique, de la très très bonne musique, et qui étaient joués vraiment par les plus gros DJ. Donc ces mecs-là, ils s'appelaient Mosaic, et ils étaient joués par Solomon, Dixon, Ok. Agoria, Tell of Us. Vraiment, leurs morceaux étaient joués par les plus gros. Et du coup, je les aidais sur leur développement plus que je les manageais, parce que je pense que manager, c'est pas le bon terme. Mais du coup, je faisais déjà ça en parallèle. Et j'ai pris d'autres profils aussi petit à petit. Il y en avait un qui s'appelait Jalex, avec qui j'ai arrêté de travailler depuis, mais qui était un profil très intéressant. Il y en a un avec qui je travaille toujours, et là, qui est d'ailleurs en tournée aux États-Unis en ce moment, donc je suis content, qui s'appelle Sib, qui joue aussi un peu pas mal dans le 8e. Ok. Ouais. Et, donc ensuite, donc ton stage c'était assistant, comme l'a mentionné Itier, assistant DA. C'est quoi les faits et les défis marquants qui t'ont à la fois apporté et marqué tout simplement? Ouais, qui t'ont peut-être donné envie de continuer aussi. Exactement. Donner envie de continuer, je pense qu'ils ont été vraiment top avec moi, les mecs du Mirage, parce qu'ils m'ont donné des responsabilités très vite, ils m'ont fait confiance très vite et ils m'ont fait sentir à l'aise très vite. Donc franchement, si j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Et les défis, c'est que justement, ils me donnaient des responsabilités, ils me proposaient de faire des bookings très vite, ou comment développer un peu l'image artistique de Mirage, etc. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et c'était à la fois des challenges, mais des challenges hyper... ça me poussait, quoi. Ça me poussait et ça m'a donné envie de rester, parce que je me disais, j'apprends énormément, là, en fait. Et je pense que t'as pas beaucoup d'endroits. Souvent, dans la DA, les mecs essayent un peu de se protéger parce que c'est des places ça bouge très vite. Okay. Et là, au contraire, le DA de Mirage, franchement, il a tout fait pour me prendre sous son aile et me pousser, quoi. Donc, je suis hyper reconnaissant de ça. Et petite question du coup sur les DA, est-ce que pour toi ça te semble pertinent d'avoir une connaissance comme toi tu peux l'avoir justement en ayant un passif DJ, avoir une connaissance de purement du terrain en étant DJ, ou un très bon DA peut être aussi un gars qui a pas forcément mixé et qui a une vision purement je dirais externe à ça, tu vois? Je pense, alors en tout cas là tu dis qu'un DA n'a pas forcément besoin de mixer, en tout cas ça c'est sûr et certain. Ouais. Parce qu'il y a des DA d'Inde qui ne mixent pas du tout, vraiment. Par exemple, à la concrète, il y avait Brice, et qui faisait aussi des soirées à Carbone. Alors peut-être qu'il sait jouer, il doit sûrement savoir jouer, mais il ne met pas du tout ça en avant. Et le mec, il est réputé, mais partout dans le monde. À Carbone, quand je recevais des DJ, tout le monde me parlait de Brice, alors que son club, il a fermé l'année avant le Covid, quand même, tu vois, il y a 3-4 ans. Donc non, je pense pas que ça soit nécessaire. Après, par contre, je sais pas, parce que moi, je suis pas non plus encore DA, vraiment. Je pense c'est trop tôt pour dire que je suis DA. Mais je pense qu'il faut juste beaucoup de passion et s'intéresser énormément, essayer de toujours découvrir de la nouvelle musique.
comprendre un peu cette image, les attentes un peu du public de l'endroit où tu bosses. Et je pense qu'il faut aussi des qualités humaines. Il faut aimer un peu recevoir les gens, recevoir les DJ, s'intéresser à eux. C'est plein de choses mis bout à bout, je pense. Okay. Plein de soft skills, comme on dit beaucoup en école. Ouais. On confirme. C'est hyper important. Du coup, moi, j'enchaîne un peu sur le manager d'artistes. Aujourd'hui, peut-être tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui vraiment au quotidien ou toutes les semaines. Et après, moi, c'est une question que je me pose perso. Enfin, ton quotidien, vraiment, c'est quoi ? Tu travailles le week-end, tu travailles plus la semaine, tu te fixes des limites. Juste pour le management ou tout ? Management. Alors, management, franchement, c'est comme avoir des enfants à charge. Enfin, je dis ça, je n'ai pas encore d'enfants à charge. Je pense que ça sera pire, j'espère. Mais sincèrement, c'est vraiment... voilà, tu as quelqu'un, tu dois t'en occuper. Même si d'eux-mêmes, ils travaillent et ils se poussent et ils se butent parce que c'est leur passion, tu dois être derrière eux. Ou alors, au contraire, eux, parfois, ils ont des envies et du coup, tu dois être là pour les accompagner dans leur envie. Alors que les mecs, tu vois, c'est vraiment leur bébé. Ils ont peut-être même que ça dans leur vie, c'est normal parce que c'est un métier hyper prenant d'être artiste aujourd'hui. Tu dois vraiment être entrepreneur, tu dois être 360 sur tous les points, la communication, le marketing, la stratégie, les releases. Si tu dois faire des soirées et des trucs, enfin, 1000C. Et malgré qu'ils soient à 100%, et ben toi, tu dois être aussi à 100% avec eux, en fait. Donc franchement, c'est hyper prenant, mais c'est hyper intéressant. Et surtout, c'est hyper gratifiant de voir que ton profil, il monte sur le long terme. Par exemple, là, je reprends l'exemple de Sib. J'ai commencé à manager il y a 2 ans et demi, je crois. Il y a 2 ans et demi, voilà, c'était un petit DJ qui ne mixait pas en club. Et petit à petit, voilà, on a réussi à avoir des clubs, puis après des peak time, puis après des all night long, puis après commencer à jouer en Europe, puis en dehors de l'Europe. Et là maintenant, c'est la première fois, voilà, tu joues. Là, il a fait Toronto la semaine dernière, il va faire Saint-Martin ce week-end. Donc c'est hyper gratifiant, mais après voilà, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à un projet à tel point que tu y crois vraiment et tu veux tout faire pour ce projet et pousser sur absolument tous les aspects que ça englobe. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la communication, les stratégies, les releases, mixer, l'image, c'est très important l'image aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de DJ que ça insupporte et je comprends. Oui, il y a un peu un débat là-dessus sur l'image, un peu sur la montée des DJ Covid aussi. Moi, j'avais lu des articles là-dessus. C'est-à-dire quoi, DJ Covid ? Qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à mixer pendant le Covid et qu'en fait, grâce au réseau, il y a eu beaucoup d'images qui ont circulé et en fait, les gens prennent un peu d'ampleur grâce à ça et qu'il y en a d'autres DJ qui se plaignent un peu plus parce qu'ils sont peut-être un peu plus puristes dans l'âme ou un peu plus artistiques. C'est peut-être une part de jalousie, hein. C'est un débat. C'est sûr que c'est intéressant et je pense que tu peux vraiment débattre des heures de ça. Il y a plein de choses à dire. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est quand même la musique. Même s'ils sont producteurs ou DJ, soit bon ou pas. Ce qui compte, c'est la musique. Et ceux qui bossent vraiment sur la musique, le long terme, je pense qu'ils sont gagnants. Moins sur l'image, mais plus sur la musique, ils sont gagnants. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est aussi un métier d'image, quoi. Et tu vois, même si t'aimes pas ça, voilà, malheureusement, comme tout métier, il y a des points qui sont un peu moins cool. Et voilà, tu dois le faire. Mais après, ce qui est bien, c'est que si tu arrives à t'entourer, l'image, c'est plus à toi de le faire, c'est à ton manager ou si t'es encore plus gros, à la personne chargée de communication. Et toi, t'es focus sur ta musique. Mais bon, t'as des artistes qui font encore sans bosser l'image, mais c'est très très dur. Et t'as quelques artistes qui n'ont pas Instagram. Moi, je connais 2 artistes qui tombent très bien, qui n'ont pas d'Instagram. Mais genre, c'est exceptionnel, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est impensable de te lancer dans la musique sans avoir un Instagram, tu vois. Et c'est des artistes qui sont là depuis quelques temps. Depuis longtemps. Ouais. Moi, j'avais une question justement sur le management, toujours. Sur la base de tout ce que tu nous as dit, le fait que ça englobe, comme tu l'as très bien souligné, l'image. Et c'est d'ailleurs très, très cool, c'est très intéressant parce que d'un œil extérieur, tu vois, un mec qui connaît pas forcément ça, on a tendance à croire dans un premier temps que le manager, il va simplement booker des dates pour son gars. Et comme tu dis, en fait, il y a tout un poste pluridisciplinaire derrière. Et toi, tu vois, sur les gars que tu as pu prendre, entre guillemets, sous ton aile, c'est quoi les critères qui te donnent envie de te dire, ce mec-là, j'ai envie de le prendre avec moi et j'ai envie qu'on fasse des choses sympas ensemble, tu vois?
Ça dépend de pas mal de choses et ça dépend aussi du moment où j'ai pris ces artistes-là. Par exemple, à l'époque, quand j'ai pris Sib, j'avais pas trop d'expérience, lui il commençait, donc en fait c'était un bon match. On a grandi, franchement, on a vraiment grandi ensemble. Ok. Et on a un lien hyper fort maintenant. Ramien, c'est venu un petit peu plus tard. En fait, quand j'ai commencé mon stage à Mirage, mon but c'était aussi de développer un peu le jeudi. Le jeudi, il avait une résidence, sa résidence Casaluna à l'époque. Ok. Et c'est là où j'ai commencé à bosser avec lui. Et là, en fait, ça s'est fait naturellement, ou à force de bosser tous les jours sur sa résidence, un jour, il m'a proposé. Et c'est vrai que c'était un profil quand même qui est hyper intéressant, qui est hyper original. C'est pas un profil comme tout le monde, sincèrement, parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'artistes, mais t'en as pas mal qui ont du mal à sortir leur épingle du jeu. Tu n'arrives pas à avoir ce petit truc différenciant en fait. Et c'est hyper important aujourd'hui vu qu'il y a sur le marché, franchement il y a une tonne de nouveaux artistes tous les jours. Mais aujourd'hui là par exemple j'ai pris un nouveau profil très récemment qui s'appelle Cirque. Ça fait 1 an que je bosse avec lui un peu en sous-marin. Plutôt que je l'accompagne on va dire. Ouais. Et ça fait seulement 1 mois, 2 mois où je bosse vraiment avec lui. Et lui, pourquoi j'ai accepté de le prendre déjà parce que franchement, j'ai une belle histoire avec lui. Genre, on s'est rencontrés et ça a tout de suite bien marché. Et aussi parce qu'aujourd'hui, sincèrement, avec tous les autres profils et tous les autres projets, j'ai un petit peu moins de temps à consacrer. Et certes, c'est vraiment le parfait exemple du DJ entrepreneur qui lui se lève le matin, il se donne des objectifs, il fait comme si en fait c'était un peu une entreprise, tout en gardant franchement la passion de la musique. Il est hyper passionné de ça, mais il a vraiment un rythme de travail soutenu et sérieux, et moi ça m'a plu parce que je me suis dit ça va être un profil, et c'est un mec qui a l'écro justement, qui va se donner les moyens, et en plus de ça, on s'est tout de suite compris parce qu'il sait que moi je suis aussi un petit peu pris. Donc s'il y a des moments où je suis légèrement moins réactif ou quoi, il le comprend, etc. Et on a une bonne synergie comme ça parce que voilà, c'est un mec aussi presque indépendant. Tu vois. Okay. Même si je l'accompagne vraiment. Et ça m'a plu parce que c'est pas un bébé quoi. Ouais, c'est pas un enfant à charge comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et donc pour l'accompagner avec un mec comme ça, tu l'accompagnes sur quoi très concrètement? Sur pas mal de choses, notamment ses premières soirées à Lyon et là encore aujourd'hui, qui sont franchement un bel exemple de success story. Il a quand même commencé dans le sous-sol d'un kebab et soirée romantica. Ouais, c'est ça. Et 6 mois plus tard, il boot la Olu. Là, il vient de booker à Rodez et ces guests-là, ils disent mais on n'a jamais vu des soirées avec autant d'ambiance. Même la Olu, là, je l'ai revu à Gate il y a pas longtemps. Il m'a dit non mais Lyon, ambiance de fou. Il a adoré. Incroyable. Et donc voilà, il y a ça, et puis il y a son projet perso, du coup il y a aussi les bookings, la com, même si j'estime qu'en termes de com, tu vois, c'est un mec qui est plus jeune que moi, donc je pense qu'il comprend les codes encore plus rapidement que moi, tu vois, il y a aussi ce truc-là, je pense. Et voilà, encore une fois, tous les aspects en fait qui englobent le profil, les releases, aussi la production musicale, donc plein de choses. Ok. Ouais, en fait, finalement, en résumé, sur les 3 noms que tu m'as énoncés, en fait, l'alchimie commune, elle s'est fait avant tout sur la passion que tu retrouverais au même titre chez la personne. Et du coup... C'est ça. Je pense que si tu n'as pas un bon rapport humain avec la personne, c'est impossible de faire du management, sinon tu te bouffes, ça sert à rien. Sib, c'est un super pote à moi. Ramien, on a appris à se connaître sur le long terme. C'est marrant l'histoire, mais lui, il la connaît. Enfin, il sait. Moi, la première fois quand je l'ai vu, Ramien, j'ai pas du tout aimé le personnage, vraiment pas du tout. Et en fait, quand j'ai commencé à bosser avec lui, je me suis dit, mais il est vraiment trop sympa, il est adorable. Et petit à petit, voilà, je le kiffe maintenant. Je le kiffe. C'est drôle. Et pareil avec Karl, Cirque, c'est avant tout un mec que j'ai vraiment apprécié humainement. Et je pense que c'est primordial si tu veux bosser avec quelqu'un. C'est comme voilà, une relation humaine. T'es amené à parler absolument tous les jours au téléphone. Ouais. Tu as des objectifs communs. Si tu t'entends pas avec cette personne-là, c'est impensable de bosser avec. Ok. Pour revenir sur Amiens, de façon très courte, il y a un gros événement qui s'organise du côté de Saint-Martin pour le Nouvel An, avec un gros line-up. Si tu pouvais nous en dire quelques mots sur d'où vous est venue l'idée, pardon. C'est Mellow Island. Mellow Island, ouais.
Si c'était un souhait de Ramien, comment tu as pu l'accompagner? Alors, ça, c'est un souhait de Ramien. La spécificité de Ramien, c'est que vraiment, lui, c'est un personnage et quand il pense quelque chose, il le fait. Ok. Et lui, c'est vraiment un visionnaire dans le sens où il a une idée. Tu vois, et d'un coup, je le vois, quand je dis ça, je suis assis sur mon ordinateur en train d'écrire, de taper, tu vois, de mettre un peu au carré ses pensées parce que lui, il est là, il est debout, il fait bam, 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 il tape dans ses mains, il dit on fait ça. Il est vraiment. Des idées qui partent dans tous les sens. Il est vraiment en ébullition dans sa tête, il est vraiment hyper bon pour ça. Et Melo Island, c'est complètement son idée un peu folle, mais c'est le personnage en fait. Il s'est dit, tu sais quoi, cette teuf que j'ai fait à Saint-Tropez pendant 2 ans et à Paris pendant 1 an, cette fois-ci, ça va être un festival sur 5 jours à Saint-Martin. Avec des guests. Tu vois, qui font partie des meilleurs DJ au monde. T'as les dates pour plugger ou... Ouais, on fait ça du 29 décembre au 3 janvier. Ok. Donc on fait 5 events, 3 events au Coco Beach, ça va être sur la plage, à peu près 1000 personnes. Et un event au Rainbow, je suis pas tout à fait sur la capacité, il me semble que c'est 400 personnes. Et un dernier event au Java, légèrement plus petit. Okay. Et, sachant que tu es aussi sur le line-up en plus. Ouais, alors ça c'était juste un petit clin d'œil. Ok. J'ai juste, joué un petit peu, mais en vérité, je suis quand même sur le côté organisationnel, les productions et relations artistes. Et ouais, on a des artistes très sympas. Carlita, Dan Kenasia, que j'adore. Serge Devante, Shimza. Et en fait, c'est aussi beaucoup de copains. Tous ceux qui viennent jouer, c'est des copains de Ramien aussi. Ça, c'est important. J'ai vu qu'il y avait Villanova aussi. Villanova. Et en fait, Ramien, il est vraiment attaché aussi à travailler avec des gens qu'il aime. Mais comme en fait, un peu tout le monde dans cette industrie, encore une fois, c'est un métier humain. Et tu travailles beaucoup en fait avec les gens que tu apprécies. Ouais. Trop cool. On va continuer du coup un peu sur ton parcours, notamment à Saint-Tropez. Max va savoir en dire un peu plus, moi je connais moins, mais je pense que vous êtes peut-être croisés d'ailleurs. Pour la petite anecdote, je t'en ai pas parlé en off, mais en fait on s'était croisés à Saint-Tropez. C'était le soir où il y avait William Joko qui mixait. Sympa. Je crois que c'était Son of Bam qui faisait le warm-up. Et je crois qu'on avait discuté brièvement, mais tu dois pas t'en souvenir. Mais j'étais juste derrière en fait la cabine et c'est vrai que c'était assez marrant. Et j'ai adoré cet endroit parce que c'est vrai que c'était une scène où il y avait un soir où tu pouvais aller voir mixer Loco DJ qui était très chaos, et le lendemain tu allais voir Enonapa qui était très afro. C'était ultra hétéroclite. Et toi qui étais du coup respo des relations artistes, je pense que tu as dû te régaler à côtoyer des artistes de tout genre, tout en restant dans la musique électro, mais voilà quoi. Ouais, bien sûr, c'est franchement. Alors moi, je connaissais pas Saint-Tropez avant d'y être allé bosser l'année dernière pour Santoum sur la première année du club. Ok. Pardon, je coupe, mais c'était ta première ouverture de club? À l'époque, ouais. Okay. Ouais. Et franchement, je vais pas mentir, j'avais un très mauvais a priori sur Saint-Tropez. Ça m'attirait pas du tout. La première année, au final, c'était très cool et très intéressant parce qu'on avait déjà beaucoup de super artistes qui étaient bookés grâce à Aiku qui faisait le line-up. Et cette année, encore plus parce que le club il a été complètement refait, etc. Et en effet, ouais, c'était hyper intéressant de rencontrer tous ces artistes d'horizons différents. Et puis, franchement, le line-up de Santoum, il est quand même assez ouf, sincèrement. C'est que des artistes, c'est que des top artistes. Et c'est là aussi où tu te rends compte que tous ces artistes-là, c'est des stars, mais c'est aussi en fait des gens hyper sympas, tu vois. Moi, il y en a plein avec qui je me suis hyper bien entendu. Je pense, tu vois, tu parlais de William Joko, c'est vraiment une crème. Seth Trossler, le mec, il pourrait avoir la grosse tête, tu vois, c'est une star. Ouais. Il est hyper sympa, hyper simple. Et donc oui, moi, je me suis vraiment régalé artistiquement et humainement. Et encore plus la deuxième année de Santoum où vraiment je me suis dit il y a une sacrée vibe. Franchement, okay. il y avait une sacrée vibe. Je me rappelle même de DJ Tennis qui avait adoré sa soirée, qui avait mis une story aussi What a Club Vibe ou un truc comme ça. Enfin, et je me suis dit, et même plein d'artistes aussi pendant le dîner avant d'aller au club à Saint-Tropez, ils avaient un peu peur, etc. Et au final, qui repartent du club, ils disaient franchement hyper impressionné, c'est trop bien. Et ça c'était vraiment vraiment. Écoute, quand l'artiste il repart avec le sourire, déjà, tu es content. T'es content, ouais. Bien sûr. Parce que si lui, il a souri pendant son set, c'est-à-dire que c'est le premier ingrédient pour que les gens passent une bonne soirée. Bien sûr. Tu vois. Si l'artiste il est pas content pendant sa soirée, ça se ressent dans son set. S'il kiffe pas, il y aura pas d'énergie, il y aura pas de magie. Et déjà,
ça commence mal. Bien sûr. Et je trouve qu'en plus de ça, l'idée du concept était assez audacieux parce qu'en plus c'est situé sur les plages, donc un endroit qui est la plupart du temps déserté à partir d'une certaine heure, enfin sur Pamplonne du moins. Mais l'idée était quand même disruptive par rapport à ce qui se faisait déjà sur Saint-Tropez, où c'était plus une vibe, je dirais, plus commune avec en chemise blanche, etc., où on va aller sortir au Cave du Roi et tout. Et s'il y avait cette idée-là d'apporter de la disruption dans un concept plus technique et plus électro. Bah, après, la vision, elle vient de Kevin, qui est aussi un peu mon mentor, qui a aussi Mirage, Gate notamment. Ok. Et c'est lui qui avait eu un peu cette vision-là. Et ouais, en effet, l'idée, c'est de un peu tout faire bouger et d'être les leaders du clubbing électro à Saint-Tropez. Alors maintenant, tous les clubs à Saint-Tropez, sauf le Cave du Roi, commencent à faire de l'électro. Mais bon, c'est l'électro un peu en demi-teinte. Et puis après, bon, par contre, t'as les plages, en effet, qui marchent très bien, qui sont très électro aussi. Mais ouais, c'était un peu aussi un pari, parce que ils savaient pas du tout si ça allait marcher. Et la vérité, c'est que les 10 premiers jours de Sanctum l'année dernière, et c'était un défi, quoi, de ramener les gens. La clientèle de Saint-Tropez n'avait pas l'habitude de faire 10 minutes de voiture pour aller en club. Ils avaient l'habitude d'y aller à pied dans le centre de Saint-Tropez, que ça soit hyper simple. Donc au début, il y a eu un peu de challenge. Et au final, ça s'est bien mis en place. Et là, la deuxième année, c'était vraiment un succès, à tel point que même on ouvrait tous les dimanches et ça marchait très bien, même les dimanches. Il n'y avait pas de jour. On a même fait une semaine du lundi au dimanche. Ça a très bien marché toute la semaine. Donc, je pense que le pari a été... c'est gagné. Maintenant, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui pensent aussi à faire ça à Saint-Tropez. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui vont vouloir faire des clubs électro parce que la musique open, même s'il y a encore un très grand public pour ça, c'est de plus en plus perçu comme la musique un peu has-been. J'aime pas dire le mot has-been, mais les gens cool écoutent de l'électro aujourd'hui. Ouais. Même ceux qui écoutaient de la commerciale il y a encore un an, ou ceux qui écoutent encore de la commerciale, ils préfèrent un peu aller en club électro parce que c'est là où il y a les gens, en fait. Ouais, c'est là où il y a les gens. Et tu le ressens dans tous les clubs. Dans tous les clubs à Saint-Tropez, maintenant, il y a l'électro. T'as fait combien de temps du coup à Saint-Tropez ? 2 mois à chaque fois, c'est très rapide, plus ou moins 2 mois. Ouais. Okay. Juillet-août, parce qu'après le reste du temps, c'est la basse saison. Enfin, pour l'extérieur de Saint-Tropez, pour Saint-Tropez centre, ça va être encore du monde, mais pour faire 10 minutes de voiture et remplir un endroit de 400-500 personnes, c'est trop compliqué. Axé sur 2 mois. Ouais. Bon, après, on a fait fin juin cette année. On a fait à partir du 21 juin. Et le 21 juin, c'était blindé. Okay. C'était la fête de la musique. C'était pour Amiens d'ailleurs. C'était pour Amiens, ouais. Opening Club. Donc là, c'était blindé. Et après, voilà, il y a eu 10 jours où c'était très bien, mais tu sens qu'il n'y a pas la même énergie que juillet-août, où là, ça bombarde. Franchement, c'était impressionnant. Hein. C'était un beau succès, sincèrement. Et toi qui as fait du coup Ibiza et qui a consommé de la musique à fond sur place, donc à la fois sur Ibiza et du coup sur Saint-Tropez, t'aurais une nuance entre le type de public ou c'est quasiment la même chose? Non, c'est quand même hyper différent. Okay. Ibiza, c'est quand même une vraie clientèle de kiffeurs, sincèrement. C'est des gens, ceux qui vont à Ibiza, t'as 2 clientèles, t'as ceux qui viennent écouter du son et t'as ceux qui viennent pour le côté, on va dire, nature de l'île. Il y en a plus qu'on ne le pense et qui vraiment viennent pour déconnecter, etc. Sport aussi, t'as pas mal de gens qui vont à Ibiza pour le sport. Et mais en tout cas, sur le côté son, c'est vraiment des kiffeurs. Là où à Saint-Tropez, t'as quand même aussi des gens qui sont là parce que c'est Saint-Tropez. T'as aussi t'as beaucoup de Français qui vont en vacances à Saint-Tropez parce que c'est Saint-Tropez, ça s'arrête là. Beaucoup d'étrangers aussi qui vont à Saint-Tropez parce que c'est Saint-Tropez. Donc c'est pas non plus la même clientèle. À Ibiza, les gens, ils arrivent à Ibiza, ils vont dire bon bah voilà, jeudi on va voir Tale of Us, vendredi on va voir un tel, dimanche on va voir Solomon, lundi c'est Circo Loco. Tu vois, ils font déjà leur programme de teuf. À Saint-Tropez, les gens ils savent pas ce qu'ils vont faire en termes de teuf. Et du coup, pour corroborer un peu ce que tu dis, tu penses qu'il y a des scènes comme tu parlais de Circo Loco, un Circo Loco à Saint-Tropez, pour toi ça marcherait ou sincèrement aucune idée. Oui, bien sûr que ça marcherait, mais oui, j'imagine que ça marcherait, mais après il faut le produire le Circo Loco là-bas. Ouais. Donc, c'est tellement des institutions à Ibiza que. Ouais, sincèrement, je sais pas trop. C'est aujourd'hui Circo Loco, c'est une des plus grosses marques d'électro avec Afterlife. Pour les produire, faut un sacré bagage et faut avoir les reins solides. Ok. J'enchaîne du coup un peu sur ton retour du coup à Paris, parce que du coup tu as fait aussi l'ouverture du Carbone.
Ouais. C'était en juin 2022. Ouais, il y a eu le soft opening en juin 2022, mais le vrai opening c'était septembre. Ok. Vraiment le truc officiel. Avant septembre, il y avait eu 2 ou 3 soirées, mais quasiment même pas annoncé. Et tout, Ok. Et un début cool. C'était c'était hyper intéressant au début parce que aussi c'était un peu un nouveau concept, enfin un concept qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps à Paris, pas de communication pour avoir les infos sur les line-up, faut appeler une hotline. Et donc c'est assez marrant parce que je crois que c'était la 2e semaine après le opening, on a eu Am et personne ne le savait à Paris, quoi. Ok. Donc mais après, ça est rentré un peu dans la tête des gens et de plus en plus, et très très vite, franchement, au bout de 1 mois, ça y est, ça commençait à être rempli avec la queue. À minuit, tu te tapais 30 minutes de queue pour rentrer dans le club. Et du coup, comment ça marche la com au début, du coup, pour l'ouverture d'un lieu comme ça, où t'as pas de com en fait? Comment tu fais? Donc, si tu avais fait l'équipe de direction artistique, moi, j'avais pas géré la com. Mais si tu avais fait l'équipe de direction artistique, c'est qu'ils avaient en fait plusieurs partenariats avec des médias et des webzines, etc. qui avaient fait des articles en fait sur le club, mais en donnant très peu d'infos au final, très très peu d'infos. Et après, sinon, le seul moyen, c'était d'appeler cette hotline. Nous, il y avait que des stories sur le club sur l'Insta de Carbone avec quelques photos, mais vraiment pas de photos d'artistes, pas de photos très d'artistes, peu. c'était vraiment juste des photos. Il y avait quoi? Il y avait le logo, il y avait un teaser. Photo rouge avec la porte. Et il y avait une photo de la porte. Ouais. Et après, il y avait 2-3 photos aussi de détails du club, mais tu voyais vraiment rien. C'était genre un morceau de mur. Mais par contre, à chaque fois qu'on mettait une story, donc là, pareil, c'était vraiment un détail du club, tu voyais vraiment rien, c'était genre un mur. Ouais. Et il y avait écrit appeler la hotline pour l'info. Et là, tu avais l'adresse, le prix d'entrée et surtout les artistes qui jouaient sur le week-end. Okay. Et au final, franchement, ça a bien pris. Ouais. Ça a bien pris. Et les gens étaient curieux, en fait, beaucoup venaient voir. Mais je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait l'effort d'aller à Carbone parce qu'il n'y avait pas de la com hyper intensive non plus. C'était un peu niché quand même comme endroit. Ouais. Ok. Moi, je voulais revenir sur un sujet que Itier a un peu évoqué. Tu vois, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu un peu l'explosion de. J'ai l'impression que tout le monde s'est mis à acheter un contrôleur DJ, tu vois. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de DJ sur la scène parisienne et pas que. Est-ce que toi, au travers de toute la palette que tu as pu développer au travers du management, de la relation artiste, etc., je sais pas, quel conseil tu donnerais à un mec qui est ultra motivé, un nouveau talent, tu vois, un jeune DJ pour gravir les échelons step by step? Qu'est-ce qui te semble être le plus pertinent? Tu parlais peut-être de l'image que tu peux te donner sur Instagram. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais je pense que la chose primordiale, sincèrement, si tu veux marcher aujourd'hui, c'est ne pas faire comme les autres. Parce qu'en fait, tu vas faire du coup des choses que les autres ont fait peut-être aujourd'hui. Le temps que toi, tu arrives à faire la même chose, ça va prendre 6 mois, 1 an. Mettons même si tu sais le faire, le temps que tu réalises ton morceau, ça va prendre 6 mois, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, réaliser un morceau, ça prend du temps. Donc en fait, tu vas faire la même chose que quelqu'un d'autre, mais en retard. Donc déjà, tu arrives... t'es pas sur une bonne voie. Je pense sincèrement qu'il faut être créatif et faut essayer de sortir du lot en proposant quelque chose de différent. Là il y a des styles de musique qui sont saturés. Je veux dire, les tracks avec les pianos et les synthés, aujourd'hui tu en as à l'appel et tu sais même plus les différencier. Et au final, les rares qui marchent, c'est ceux faits par les meilleurs, c'est pas fait par les nouveaux. Il y en a très très peu qui s'en sortent. Après, tu as quelques exemples, bien sûr, mais c'est quoi? C'est un artiste sur une tonne. Donc je pense qu'il faut vraiment, avant tout, proposer quelque chose de différent. Et après, voir si tu peux faire quelque chose de différent dans ta com, etc. Mais je pense quand même que, faut d'abord penser par la musique. Et en fait, c'est hyper cliché de dire ça, mais il faut surtout faire ce qui te plaît. Parce que si tu fais pas ce qui te plaît, ça va bloquer à un moment ou un autre. Je sais pas, tu vas pas te sortir dedans et tu vas pas te donner à 200%, tu vas pas être fier de ton projet à 200%. Donc d'abord faire ce qui te plaît et ensuite, si tu te donnes à 200%, il y a pas de raison, mais il faut vraiment se donner à 200% aujourd'hui parce qu'il y a une compétition féroce et des nouveaux DJ, il y en a vraiment tout le temps.
tout le temps. Ok, ouais. C'est ce qu'on Tout le monde aujourd'hui, comme moi, quand je rencontre quelqu'un, tu vas dans une boîte de nuit et que cette personne-là ne sait pas mixer, n'a jamais dit oh j'aimerais bien mixer ou quoi, c'est presque un ovni quoi. Maintenant tout le monde te dit quand tu rentres en boîte de nuit, moi je mixe un petit peu, ou ah ça m'intéresse, ou voilà. Aujourd'hui c'est tout le monde. C'est ça. Parce que apprendre les bases pour mixer c'est hyper simple. Après devenir bon DJ c'est autre chose. Mais apprendre les bases pour mixer c'est quand même hyper simple. Très avec des accessible. morceaux. Ouais. Donc faut essayer faut trouver des moyens pour sortir du lot par la créativité, par éventuellement l'image, ouais, et surtout être à 200% sur son projet. Question un peu en parallèle, t'as fait un peu de prod ou jamais? Pas du tout. Oui, Ouais. ouais, j'ai fait, mais que pour le plaisir. Il se trouve que j'ai réalisé un morceau sur un label new-yorkais il y a 1 an et demi. Ok. Qui s'appelle? Qui s'appelle Solar. Et le nom du label, c'est Sounds of Kemet. C'est le label de Nid, un artiste que j'avais invité à Mirage. Et j'avais un deuxième morceau qui était signé chez lui, mais il se trouve que je l'avais annulé parce que ça représentait plus trop mon style musical. En fait, c'était très style bédouin, deep, afro, hyper deep. Et c'était à la période, c'était toute fin de Sanctum saison 1, Ok. où je me suis dit, bon, allez, ça y est, l'afro, là, j'en peux plus. J'ai fait une saturation et je voulais revenir à des trucs que j'écoutais quand j'étais plus jeune, un truc un peu plus underground, house techno, quoi. Et du coup, j'avais annulé cette release. Et là, c'est juste un plaisir de prod, mais j'ai pas de plan de release. C'est juste cool de pouvoir expérimenter et de s'amuser. Trop bien. Ben écoute, avant de passer au petit jeu final, petite question en lien avec notre master sur le volet entrepreneurial. Toi qui as arboré plusieurs rôles, comme on a dit plusieurs fois, est-ce que pour toi il y a, je sais pas, il y a peut-être des sous-secteurs dans l'industrie musicale ou dans la musique qui méritent d'être explorés et peut-être genre lancer des projets, des secteurs où on mérite d'être innové, ou je sais pas si tu peux y répondre, mais Ouais, c'est vrai, c'est un peu difficile comme question, mais je pense que, en tout cas, je pense qu'on peut encore innover, surtout côté accompagnement artiste. Ok. Je sais pas exactement comment, mais je me dis, les artistes sont tellement en demande aujourd'hui. Franchement, il y a beaucoup. Moi, mais très régulièrement, je parlais des artistes, ils me disent, j'aimerais bien être accompagné d'une manière ou d'une autre, et j'imagine qu'il y a peut-être des innovations à faire là-dedans. Je sais pas après comment la traduire, mais peut-être des plateformes où tu peux avoir des conseils, des espèces de mini-audits de mecs qui regardent ton profil et qui disent ouais, tu pourras faire ci, ça, ou je sais pas trop exactement, mais en tout cas, c'est sûr et certain, c'est que les artistes, il y en a tellement maintenant qu'il y a vraiment une demande de comment développer mon profil et d'avis extérieur et d'outils donnés par des personnes qui ont un point de vue à l'extérieur, je pense. Ultra pertinent. Mais écoute, on va passer au petit jeu de devinette qu'on prévoit à chaque fois avec Itier. Tu verras, en fait, Tu connais les réponses. Je pense que c'est en lien avec ta carrière, enfin ton parcours. Ok. On a essayé de faire en sorte de lier tout ça. Tu verras, c'est un peu métaphorique dans les descriptions. Je pense que tu vas t'en sortir. Écoute, je commence avec la première. Je suis le fer de lance des soirées Deep House au cœur de la ville des Gaunes. Laoulou et Martin Lou ont déjà pris part à l'aventure. Cirque. Ouais, bien vu. Cirque, avec du coup ces soirées Romantica. Soirées Romantica. Tu as déjà assisté d'ailleurs à ces soirées? Non, il m'a encore proposé plusieurs fois, et malheureusement, en fait, c'est un peu la malédiction de la nuit, c'est que tu travailles tous les week-ends, donc t'as plus le luxe d'aller en soirée. Pour kiffer, c'est très rare. C'est rare. Et justement, pour te retrouver, il y aurait pas cette idée, pourquoi pas, de délocaliser cet événement sur Paris, où il va avant tout garder sur Paris, c'est pas encore prévu, mais en tout cas, il y en a d'autres qui sont prévus là. Ouais. Une notamment qui arrive très bientôt en dehors de Lyon. Là. De Lyon. Ok, très cool. Je passe à sinon, c'est la deuxième. Deuxième question. Dans mes sets, je suis capable de passer du Joule ou jouer du France Gall à l'Indie. Je suis également la seule personne qui organise des soirées sur la Lune. Ramian. Ouais. Bien vu. Bon, on a parlé de tous ces sujets, donc... Ramian. De toute façon, avant même que tu parles de la Lune, c'était, oui, c'était sûr. tout de suite. La référence de la Lune, peut-être, tu veux l'expliquer? À Casaluna. Ouais, Maison sur la Lune. C'était le nom de sa résidence qu'il a fait à Mirage, à Sanctum à l'époque, c'était à Paris. Qui a ensuite passé au Yo-Yo et qui a été fait là sur la dernière à Sanctum Saint-Tropez. Ok.
La troisième, donc voyageant entre la région Aquitaine et Paris, j'ai mis sur le devant de la scène de nombreux artistes via des événements et des radio shows. Les précédents invités du Groovycast Amour Propre y ont déjà participé. Mais là, faut que Là, c'est une organisation d'événements. À Zurich. Exactement, ouais. Bien joué. Et du coup, à Zurich, donc, tu as un peu lâché actuellement ou tu continues à... Ouais, non, j'avoue que j'ai un peu lâché le truc parce que je pense que les projets, ils te font grandir à certains moments de ta vie, etc. Et je pense qu'en termes d'interview et podcast, là, j'avais fait un petit peu le tour de ce qui m'intéressait. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. En tout cas, je pense que ça m'intéresserait, mais j'essaierai de revoir pour faire ça différemment et de faire évoluer le truc. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense que oui, j'en ai fait le tour. Ok, Ouais. ok. Tu fais la quatrième? Allez, Vas-y. la dernière. Se déroulant sur le bord de mer ramatuellois, ces soirées furent les rencarts dominicaux et estivales de nombreux artistes émergents. Le nom de cet événement porte le nom de l'artiste créateur, plus le DJ ayant mis au jour Olélé. Les DJ, ils ont mis au jour Olélé. Je pense que tu as le lieu, le Sanctum. Ouais. Et en fait, c'était ta soirée du dimanche. Ouais, ok, mais pourquoi Olélé? Parce que c'était à chaque fois sur le fly que je regardais, il y avait marqué Beignet B plus and Friends. Ah, dans Et ce du coup, sens-là. tu vois, je l'ai vu dans... Bah ouais, c'est pour ça qu'à la fin on a mis plus Friends. Parce Ouais. que Friends, on Ça, avait peur ok. que les gens Ah ouais qu'on invitait Friends. Ouais. Oui, en effet. Ouais. Bah, en fait, j'avais compris que c'était moi jusqu'au moment où tu parles de. Olélé. ouais. Et en fait, ouais, c'était du coup les dimanches où tu avais un peu la main mise sur le line-up. En fait, à la du base, Sanctum. sincèrement, à la base, ça venait du désir de Kevin, du coup, encore une fois, un peu mon mentor et mon boss, qui voulait me faire plaisir. Il m'a dit Cool. si tu veux mixer au club, parce que l'année dernière, j'avais beaucoup mixé au club en faisant des warm-up et des closings, mais on n'était pas satisfait de la manière. Enfin, moi, j'étais là pour m'occuper des artistes et pas cool quand tu vas t'occuper de l'artiste, quand il a fini de mixer, de dire bon, bah maintenant, c'est à moi de jouer. Il y a ton tati qui t'attend dehors, je te laisse y aller. Ciao. C'est pas ça que je voulais faire, et du coup il m'avait proposé de mixer tous les dimanches, et en effet ouais, la résidence avait bien pris, et on a pris des artistes qui étaient hyper intéressants, et notamment Amour Propre. Ils avaient fait une date un peu Clément avait fait une date en off non annoncée. On avait fait un B2B ensemble en jouant que des classiques de house, soulful, limite disco et tout. On s'était vraiment régalé, et c'était un rendez-vous assez house. Ouais. Très house, même parfois tech house minimal. Il y a des soirs où on a fini en minimal, et franchement j'étais surpris de voir que ça marchait très très bien. Ok. La musique avait bien marché. Ouais. Et j'ai une petite question d'ouverture du coup. Vu qu'actuellement sur scène parisienne, on reste globalement sur un extrait afro-deep en quelque sorte, est-ce que tu penses que la minimale, c'est peut-être le versant qui va vraiment pas exploser, mais Je pense que, en tout cas, ouais, l'afro c'est plus en plus perçu comme has-been. Sincèrement, maintenant c'est la musique de restaurant. Mais ça fait déjà 1 an, je pense que ça commence à se ressentir. Moi, je vois plus house et tech house que minimal, parce que minimal c'est quand même pointu. Ouais. Donc je vois plus la house et la tech house revient en force, et d'ailleurs c'est ce qui se passe en ce moment. Les artistes ils pivotent, les artistes parisiens ils pivotent tous vers la house et la tech house, et tu sens qu'il y a beaucoup plus d'événements comme ça. Minimal, je pense que ça prendra plus de temps, je sais pas si, peut-être, mais ok. pas encore. Ok. Bon Plutôt. écoute, ultra cool. Je sais pas si tu veux, moi c'est bon. dernièrement. Touche à la fin. Ouais. On va remercier peut-être nos auditeurs aussi qui nous ont écoutés. Merci à vous tous. Merci Benoît. Merci à toi Ben. Non, merci Eliade de m'avoir invité. Que vous pouvez suivre sur Insta Beignet B. Oui. Pour se quitter, écoute, ce qu'on te propose, c'est que peut-être nous donner un son que tu aimes, que peut-être t'as produit d'ailleurs, sur lequel on peut finir. On mettra ton son si tu veux, mais peut-être Non, un son que tu kiffes. Non, sur de le toute moment. façon, je suis très content d'avoir fait, mais ça me représente plus trop. Non, tu m'avais dit que tu vous avais posé ces questions, j'ai réfléchi un peu. Ouais. Et la musique, vraiment, je pense qu'il m'a le plus marqué sur les derniers mois, c'était une musique que j'avais entendue au Panorama Bar à Berlin, où vraiment j'ai vu tout rose. Ça s'appelle He Loves Me de Nick Do, Nick plus loin D-O-E. Et c'est très soulful, c'est un style en particulier, mais franchement, morceau magnifique, vraiment magnifique. Trop cool. Ok, super. Bon écoute, merci à toi et merci à vous tous. Merci.